Elle a pour but la découverte d'accumulation des hydrocarbures liquides et gazeux, éventuellement solides, techniquement et économiquement exploitable. L'exploitation pétrolière fait grincer les dents et fait parler même les sourds en RDC depuis la décision du pays d'ouvrir ses 27 blocs pétrolières et 3 gaziers à la vente aux enchères depuis le 28 juillet dernier. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre cette tranche écologique qui s'ouvre aujourd'hui une fois de plus sur la question de l'exploitation pétrolière ici en RDC. Impact sur l'écologie ou non, c'est à suivre dans ce programme écologique Objectif Vert. Nous avons choisi de revenir sur cette question au regard des inquiétudes des uns et des autres sur l'impact négatif que pourrait avoir l'exploitation pétrolière sur l'environnement, d'autant plus que certains des blocs pétroliers, pour la plupart, chevauchent les aires protégées. C'est le cas du bloc 3 sur le parc marin des mangroves, du bloc 9 sur la réserve naturelle des Tumba, le bloc 12 sur le parc national des Lupemba ou encore du bloc 26 et 27 sur le parc national des Virunga. Alors que le président de la République s'est voulu rassurant lors de la cérémonie officielle marquant le lancement des appels d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers pour apaiser la grogne au niveau national mais surtout international quant au respect de l'environnement qui devra caractériser ces exploitations à venir, l'attention est restée à son comble. Car pour certains, ce type d'initiative devrait être soumis à une règle légale au préalable. Mais que dit la loi quant à cela? L'article 19 de la loi portant protection de l'environnement prévoit justement que toute politique, tout plan ou programme élaboré par la province, par l'entité territoriale, dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, fait l'objet d'une évaluation environnementale préalable sur proposition du ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les secteurs d'activité concernés, la procédure et les contenus. D'après le décret 14 de 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement, sont concernés par l'évaluation environnementale stratégique les secteurs d'activité relatifs aux infrastructures, aux hydrocarbures, aux mines, à l'énergie, à la télécommunication, à l'industrie, au foncier, à la forêt, à l'agriculture, à la pêche, à l'urbanisme ou à l'habitat, au transport, au développement rural, au tourisme, à l'exploitation de toute activité commerciale ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. Pour la coalition des organisations de la société civile pour la réforme de l'action publique CORAP, ces appels d'offres pêchent par le non-respect d'une étude d'impact environnemental en amont et estiment que cette décision d'exploiter les pétroles va à l'encontre de la vision RDC, pays solution, face aux enjeux climatiques. La décision de lancer les appels d'offres pour exploiter les 27 blocs pétroliers et les 3 blocs gaziers sur le lac Kivu va aller à l'encontre ou va contredire carrément la vision que le pays s'est donnée d'être leader aujourd'hui pour le changement climatique comme pays solution. Aujourd'hui, on est en train de parler d'autant de milliards de dollars en termes de bénéfices, mais il n'y a pas d'études économiques, d'études même d'impact environnementaux, sociaux, etc. Ce qui fait que ça reste hypothétique. Et s'assurer que l'exploitation pétrolière n'aura pas d'impact négatif sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les filières et bref sur les milieux naturels en général doit être la seule préoccupation des environnementalistes congolais, d'après les conseillers techniques principaux de CODELT qui estiment qu'il va falloir réfléchir pour limiter le plus possible en tout cas la superposition avec les aires protégées, mais aussi se réfléchir sur la compensation des aires protégées sur un autre espace car l'État ou encore la législation en RDC les prévoit. La question est de savoir est-ce que la RDC qui se vend comme un pays solution ne se contredit-elle pas lorsque en même temps elle fait valoir l'intention de pouvoir faire exploiter le pétrole qui est dans son sous-sol. Nous personnellement on pense que ce n'est pas contradictoire étant donné que sur le plan légal, nous intervenons aussi sous cet aspect-là. Nous avons un code des hydrocarbures qui autorise l'État à faire valoir tout le stock qu'il a en termes de ressources d'hydrocarbures et de le faire exploiter. Et c'est encadré par ce texte. Alors, je ne vois pas de problème sur ce plan-là.
que le gouvernement s'engage à exploiter aujourd'hui son pétrole. Alors la question qui peut se poser, et nous sommes en droit de nous la poser, nous en tant qu'organisation environnementale, est de savoir quels pourraient être les impacts de l'exploitation du pétrole sur le plan de l'environnement. Je pense que c'est là que se situe le vrai problème. Nous voulons d'abord ne pas prendre davantage de position d'emblée sur cette question-là, étant donné que lorsque l'annonce a été faite de mettre ces blocs en appel d'offres, en même temps, il y a également une affirmation qui est faite par le président lui-même et qui est relayée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ensuite par le ministère des Hydrocarbures qui est concerné de pouvoir être regardant sur les impacts sur l'environnement. Et en le faisant ainsi déjà, l'intention politique qui est exprimée, je pense que nous rassure déjà sur le fait que cette exploitation, si elle est faite, il y aura un regard sur l'environnement. Et nous avons un cadre qui est déjà mis en place, même s'il n'est pas complet, mais les éléments disponibles qui sont là peuvent déjà permettre d'essayer de suivre les impacts de l'exploitation du pétrole. Le plus important, c'est quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour pouvoir connaître ces impacts en amont, présenter des mesures pour pouvoir les atténuer et en cas de dégâts, tout le dispositif qui est mis en place pour pouvoir réparer les dégâts. Je pense que c'est ça le plus important actuellement. Bon, on a parlé, lorsque l'appel d'offres était annoncé, des impacts sur les aires protégées, parce qu'on a parlé des blocs qui chevauchent sur les aires protégées. Ça, c'est une préoccupation qui est normale. Et nous pensons que dans les phases futures du développement de ce programme d'exploitation du pétrole, les dispositions seront prises en termes d'études d'impact pour pouvoir essayer de limiter le plus possible cette superposition. Et en cas vraiment où notre droit le permet, et si vraiment l'État se convainc de pouvoir exploiter du pétrole qui est dans une aire protégée, il y a des procédures qui sont prévues pour pouvoir déclasser l'aire protégée et permettre à l'État de valoriser ce pétrole. Je pense qu'il faut appliquer la règle de la compensation. On peut déclasser une partie ici et puis élargir par ailleurs, créer ou étendre une aire protégée qui serait impactée par l'exploitation du pétrole. Vous le savez certainement, le pétrole est parmi les énergies fossiles à la base des émissions des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Et la RDC se vend désormais comme réponse à ce dérèglement climatique. Et c'est à juste titre que certains environnementalistes s'indignent de la décision du pays de se lancer désormais dans l'exploitation pétrolière. Mais pour les rapporteurs du Conseil économique et social, il y a lieu de tenir un débat citoyen autour de cette question, car de part et d'autre, les arguments se tiennent. Le gouvernement aurait mieux fait de ne pas mélanger les blocs qui suscitent beaucoup de débats et surtout de calmer les Congolais en présentant des études d'impact environnemental et social pour calmer. Mais de l'autre côté, nous savons que notre pays est en train de se présenter à la face du monde, ce qui est vrai, comme pays solution au changement climatique. Donc les environnementalistes à travers le monde considèrent que nous avons deux langages un peu contradictoires et malheureusement ces débats-là vont perdre à la RDC la possibilité d'accéder aux majeurs. Vous verrez rarement les entreprises comme Pétrole ou British Petroleum venir répondre à l'appel d'offres en République démocratique du Congo à cause de cette pression de la communauté internationale liée aux organisations environnementales. Je pense qu'il aurait été mieux d'abord d'organiser des débats citoyens et c'est notre rôle maintenant en tant que Conseil économique et social de susciter ces débats parce que jusqu'à présent nous assistons à des chassés croisés entre les gouvernements d'un côté et ceux qui sont pour le pétrole dans les blocs pétroliers d'un côté et ceux qui sont contre. Et tout cela se passe
à travers les médias et c'est comme un langage de sourds. Et par la loi organique qui crée les conseils économiques et sociaux, nous avons cette possibilité d'organiser un débat citoyen où seront conviés les tenants du pouvoir qui agissent et titres prônent pour l'amélioration du budget national, des conditions de vie des travailleurs et ceux qui sont contre ces projets de pétrole avec des arguments pertinents. De part et d'autre, il y a des arguments qui sont pertinents, mais nous savons également qu'il y a eu plusieurs tentatives il y a quelques années par les débats, et vous avez suivi les débats sur le pétrole au Virunga avec Soko. Je vous rappelle que Soko jusqu'à aujourd'hui a son titre. Le gouvernement n'a jamais retiré le titre de Soko, mais pourquoi Soko n'a pas exploité le pétrole? Et c'est ce qui va arriver à ceux qui vont venir chercher le pétrole, c'est à cause de cette pression internationale. Et le gouvernement a fait fi, en tout cas, ou pour le moment a fait fi de cette pression internationale, ouvre l'appel d'offres. Nous risquons d'avoir les mineurs, des gens qui n'ont pas assez de moyens. Et quand les gens n'ont pas assez de moyens, ils ne sauront pas mettre en place les mesures nécessaires pour exploiter ce pétrole. Parce que pour la Kivu centrale, madame, il a été prouvé que le pétrole, si on en trouve, parce qu'on est encore aux étapes de prospection, ça va être un problème de l'évacuation. La conduite, les transports de ce pétrole de la Kivu centrale vers les ports, peut-être les ports en eau profonde de Banana, nous espérons que ça va être une réalité, parce qu'il y aura un coût additionnel, ça fera que ce pétrole ne sera pas compétitif sur les marchés. Loin d'être un défi contre les ONG internationales, les avis s'accordent sur le fait que l'exploitation du pétrole est une question non seulement écologique, mais aussi et surtout économique, car le pays a grandement besoin de suffisamment de moyens pour asseoir son économie, d'autant plus que les engagements des pays pollueurs se font toujours attendre. Je pense qu'on est un pays qui vient à peine de sortir d'un budget de 4 milliards. On est en train d'avancer. Maintenant, on est à 11 milliards. Et l'État a besoin de ressources pour pouvoir financer le développement national. Et on ne va pas se développer avec l'aide publique au développement. Donc l'État doit se procurer ses propres moyens. Et l'exploitation des hydrocarbures fait partie des ressources qui sont dans le sous-sol de la RDC et qui peuvent permettre, lorsqu'elles sont exploitées, à l'État d'augmenter ses revenus et de faire face à cette demande sociale. Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des populations qui sont très appauvries, surtout dans la partie est de la RDC, qui est frappée par les conflits armés, et le gouvernement a besoin de l'argent. L'aide qu'on reçoit au niveau international n'est pas suffisante et on ne va pas non plus construire notre développement en comptant sur autrui. Et il faut utiliser les ressources dont le pays est doté pour pouvoir financer le développement. Donc ce n'est pas un défi du tout. Je pense que ceux qui ont pris le courage de lancer des pétitions, de s'inscrire en faux, je pense qu'ils font leur travail et ils attirent l'attention du gouvernement sur les impacts éventuels de l'exploitation du pétrole sur la biodiversité, sur les forêts. C'est normal. Nous, on s'interroge quand même sur le tollé qu'on observe autour de la RDC quand on voit qu'il y a beaucoup de pays autour de nous qui sont dans l'exploitation du pétrole. Ça n'émeut personne. Autour de nous, l'Ouganda, le Congo en face, ils font l'exploitation du pétrole, Guinée équatoriale, le Nigeria. Ne parlons pas des autres pays, la Norvège, les États-Unis. Nous ne voyons pas cette réaction qu'on observe quand il s'agit de la RDC. Et en tant que Congolais, nous sommes environnementalistes, c'est vrai, mais en tant que Congolais, on se pose des questions. Nous ne devons pas être le seul pays qui porte cette question de la préservation du climat. Nous ne devons pas être le seul à qui on demande de prendre des engagements et de les honorer, dès lors que les pays développés qui ont pris des engagements dans le sens de l'atténuation d'abord
chaque fois qu'on fait le bilan à la fin de l'année, on se rend compte qu'on est très loin des engagements qui sont pris. Et en termes d'aider le pays à s'adapter, les pays qui sont frappés et qui ne contribuent pas, vous savez que pour l'Afrique, c'est à peine 4%. Et on ne voit pas les engagements qui ont été pris en termes de financement. 100 milliards, ça fait 10 ans déjà que les engagements ont été pris et personne ne va dans le sens d'honorer les engagements. Et nous trouvons très injuste qu'aujourd'hui, on s'acharne sur la RDC parce qu'elle annonce de pouvoir valoriser son stock pétrolier qui est dans les sous-sols, alors que les autres le font. Je crois qu'il y a là une politique de 2 poids, 2 mesures et qui nous étonne, qui nous surprend. Le pétrole est-il le seul moyen de rentabiliser notre économie? Aujourd'hui, le monde se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables. Qu'en est-il des minerais stratégiques lorsque tout le regard se tourne aujourd'hui sur le pétrole? Là où je pense que le gouvernement a beaucoup d'atouts et il n'y a pas beaucoup de débats autour de ça, c'est si la question des batteries pour les voitures électriques. Là, nous avons encore la solution. Et là, il n'y a personne qui viendra empêcher ça parce que le monde actuel a besoin de ça. Nous sommes en fait en train de promouvoir des énergies qu'on est en train de supprimer. Je vous informe, madame, que dans certaines villes, j'étais récemment en Europe, il y a des voitures à mazout ne circulent pas comme à Gand en Belgique. D'ici 2030, il n'y aura plus de véhicules à essence en circulation. Ces pétroles, nous allons les produire pour qui? Donc c'est ça aussi le problème, il faut anticiper et voir comment nous pouvons mettre beaucoup plus d'accent, un grand débat national sur nos lithiums, comment faire des appels d'offres. On n'a pas entendu beaucoup d'appels d'offres sur les lithiums. Encore une fois, c'est des gens qui vont venir de gré à gré prendre les lithiums et au besoin nous produire des précurseurs de batteries, mais nous voulons que la RDC commence à produire des batteries pour les véhicules électriques. Voilà pour moi, à mon sens, là où nous devons nous focaliser. Parce que le pétrole, vous avez cité certains pays, et beaucoup de gens citent certains pays, mais nous allons, c'est vrai, ça peut rapporter de l'argent. Mais est-ce que l'argent que nous allons avoir pourra compenser les pertes qu'on aura sur le plan écologique, les pertes sur le plan des impacts sur le plan de la santé? Parce que vous avez parlé des pays en Amazonie, nous avons beaucoup de reportages qui montrent qu'il y a eu exploitation du pétrole, mais à cause des conséquences de ce pétrole, beaucoup de ces femmes dans ces milieux ont eu le cancer de l'utérus. Est-ce que nous avons la possibilité d'anticiper et de voir les conséquences de ça? Parce qu'il y a Geronimo qui avait dit qu'on pouvait avoir de l'argent, des dollars, mais à un moment, lorsqu'il n'y aura plus d'arbres sur la terre, lorsqu'il n'y aura plus à manger, c'est là qu'on va se rendre compte que les dollars, on ne sait pas les consommer. Donc nous avons la possibilité d'être une puissance environnementale et je pense que sans toucher au pétrole, on peut arriver au même montant. Moi, je plaide pour que le gouvernement utilise cet argument-là. Dit voilà, nous avons du pétrole, la communauté internationale s'inquiète parce qu'à juste titre, nous sommes les deuxièmes, probablement les premiers poumons de la planète avec les études qui sont menées à Yangambi avec la Tour Afrique. Capitaliser cette opportunité, dire en contrepartie, qu'est-ce que nous recevons? C'est vrai qu'à la COP 26, il y a eu la signature de 500 millions. C'est un montant, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que la RDC produit. De ce qui précède, tout le monde s'accorde sur l'intérêt pour le pays de mobiliser suffisamment de moyens pour rendre son économie compétitive et à la hauteur de la croissance démographique grandissante. Et l'exploitation pétrolière se présente comme une réponse à ces défis. Cependant, seule la bonne gouvernance pourrait véritablement favoriser la rentabilité de toutes ces initiatives qui peuvent aller dans le sens du développement durable. Pour finir ce numéro de votre magazine Objectif Vert, nous vous amenons à la découverte du jardin botanique et zoologique de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, qui, comme celui de Eyala dans la province de l'Équateur ou celui de Kisangani dans la province de la Chopo et même celui d'ici à Kinshasa, la capitale, souffre du vieillissement de sa population mais surtout du manque de diversité. Son directeur plaide et lance un SOS afin que les bonnes volontés puissent s'inviter à redynamiser cet espace dédié à la conservation.
Les jardins zoologiques et botaniques de Lubumbashi, un véritable délice pour une promenade agréable remplie de découvertes. Un havre de paix pour les passionnés de l'environnement. Avec des allées entretenues et bien aménagées, cet espace offre à ses visiteurs une bouffée d'air frais, loin de la pollution de tout genre. Situé en plein centre de la capitale qui préfère du Haut-Katanga, ce jardin floral et faunique est créé en 1932 par les Amis de la faune et de la flore, membres de l'aristocratie coloniale, avant de passer après l'indépendance sous la gestion de l'Institut spécialisé zoologique et botanique en 1976. Depuis 2011, il est sous la tutelle de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, établissement public de l'État congolais. Au nombre de populations emblématiques de ces eaux, on peut citer un couple de lions, un couple de tigres ou encore un zèbre. Malheureusement, tous affaiblis par le poids de l'âge, même constat pour la plupart des pensionnaires de cet espace dédié à la conservation ex situ. Dans lesquels on peut dénombrer quelques 200 espèces sur les 1000 qu'on y retrouvait à sa création. À la fois zoologique et botanique, ce jardin a également pour vocation de sensibiliser les visiteurs sur l'éducation environnementale, d'après les directeurs en charge de la branche faunique de cet espace touristique. D'après le directeur Placide Mbala, il revient au gouvernement congolais la responsabilité des rajeunissements et des diversifications de la population de ces jardins qui devraient normalement être les miroirs de cette province du Haut-Katanga. L'État, c'est l'ICCN, l'État qui est l'environnement, qui nous prête main forte. Et à partir de ça, nous pouvons voir d'autres animaux. À partir de ça, nous pouvons créer des recettes. Et puis, quand nous avons ça, le zoo va se rayonner, le zoo va prendre sa robe d'antan qui était à l'époque, les gens n'allaient pas ailleurs s'il n'a pas visité le jardin zoologique. S'il est ailleurs, il est chez Lubumbashi, il doit nécessairement visiter le jardin zoologique. Mais maintenant, il peut venir ici dans le jardin zoologique. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Est-ce que c'est le lieu qu'on a vu depuis longtemps? Est-ce qu'on peut encore aller le voir? Alors, nous devons tout faire, ou l'État doit tout faire pour nous aider à soutenir, à ménager et puis à repeupler. Merci beaucoup. Ce magazine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de prendre soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.